Bonjour à toutes et tous, ravie d'être parmi vous. J'implore votre bienveillance parce que c'est la première fois que je participe à ces matinales qui sont désormais bien installées. Et je vous admire de distraire, et vous avez bien raison de distraire un peu de votre temps et d'arrêter un peu la course des urgences pour écouter et échanger. C'est ce qu'on fait trop peu et c'est ce que j'ai sans doute pas assez fait moi-même. Alors, privilège de l'âge, en regardant la liste des personnes qui sont connectées, je me rends compte que je connais pas mal d'entre vous. J'adresse un petit salut amical à beaucoup d'entre vous qui êtes là derrière l'écran et avec qui j'ai travaillé. Je vois notamment Emmanuel Aubry en haut à droite, que je salue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste pour vous dire en 2 mots de présentation qui je suis. Donc j'ai pris avec beaucoup de bonheur la présidence du Conseil supérieur de la territoriale et d'évaluation il y a un peu moins de 2 ans, en quittant mon poste de préfète de la région Bretagne, et avec une carrière vraiment alternée centrale territoriale. Et en centrale, la caractéristique, c'est que j'ai fait beaucoup de RH. J'ai été sous-directrice des personnels à la DRH du ministère. J'avais été auparavant sous-directrice de la fonction publique territoriale à la DGCL. J'ai été, je le dis pour les collègues directeurs départementaux, j'ai été DRH des ministères sociaux au moment où on a créé les DCS et puis mise en œuvre la réforme de l'administration territoriale de l'État. Donc j'ai été DRH des sociaux pendant 4 ans, ce qui est un temps long. Et j'ai enfin été DRH de la police nationale, ou plus exactement DRCPN. Et donc je disais que j'ai pris avec bonheur ce poste parce que je reviens vraiment à mes amours RH. C'est vraiment une constante de ma carrière, et je crois, c'est un peu éculé de le dire, mais c'est quand même vrai que nous produisons du service public, nos valeurs sont celles de l'intérêt général, et par conséquent, dans notre monde à nous, sans doute beaucoup plus qu'ailleurs, le management est au cœur de la modernisation du service public. Et je regrette, moi, depuis toujours, et vous le savez, et on pourra d'ailleurs échanger là-dessus, que le management, au fond, ne soit pas assez enseigné. C'est pas une science exacte, mais on s'améliore dans le management. Et j'ai toujours pensé que nous avions un temps de retard, ce qui est bien dommage, parce que beaucoup d'entreprises du privé inventent des valeurs qui ne sont pas vraiment les leurs pour attirer et fidéliser. Nous, ces valeurs-là, c'est celles du service public, on les a vraiment à portée de main. Et sur ces valeurs du service public, j'ai toujours trouvé, et je continue à trouver, que nous semons insuffisamment en termes de management. Mais j'y reviendrai quand j'aborderai la partie plus spécifique au management. Alors, dans le temps qui m'est imparti et que je vais essayer de ne pas dépasser pour garder un petit temps de questions-réponses, je vais vous parler évidemment un peu du CSAT, et puis un petit peu de ce que c'est que l'évaluation, à quoi c'est censé servir. Et puis, j'aimerais bien aussi consacrer quelques minutes pour vous dire en toute simplicité ce que sont les erreurs de management les plus communes, qu'on relève le plus souvent dans nos exercices d'évaluation à 360 degrés, parce que c'est sur cette partie-là peut-être qu'on pourrait échanger. Alors, je vais commencer par vous raconter brièvement l'histoire du CSAT, mais surtout vous dire pourquoi le CSAT est en train de se transformer profondément. Et dans les personnes qui sont connectées ce matin, il y a évidemment préfet, sous-préfet, administrateurs de l'État en administration centrale, mais je vois qu'il y a beaucoup de directeurs départementaux interministériels, et puis il y a des représentants police et gendarmerie, et donc ce que je vais vous dire de la transformation très proche du CSAT va intéresser tout le monde, je pense. Alors le CSAT, c'est une institution déjà un peu ancienne, qui a plus de 15 ans, comme les whisky qui commencent à devenir bons, puisqu'il a été créé par un décret de novembre 2006, un décret en Conseil d'État, avec comme cœur de métier le mentorat et l'évaluation à 360 degrés, pour faire court, on va dire, des cadres supérieurs du ministère de l'Intérieur. Le CSAT, dans sa formation issue du décret, avait un ancêtre qui était un préfet en mission extraordinaire, qui était chargé de l'évaluation des préfets et des sous-préfets. Donc, cœur de métier, mentorat, évaluation. Il a considérablement évolué depuis sa création en 2006, le CSAT, pour un certain nombre de raisons, et notamment, il a évolué en 2015 avec un décret modificatif qui a introduit un certain nombre de changements.
Le choix a été fait dès le début, dès la création du CSAT, d'une évaluation à 360 degrés avec un autre principe qui était l'évaluation de pairs expérimentés évaluant les sous-préfets et les préfets. Nous n'avons jamais dévié de ce choix initial et même le CSAT, dans sa nouvelle configuration à partir du 1er janvier, restera sur cette organisation. Le 360 degrés, c'est très simple, c'est le fait de rencontrer en présentiel l'ensemble des partenaires de la personne évaluée, un sous-préfet, un sous-directeur, un préfet, de leur poser des questions en fonction d'un référentiel des compétences et de mettre ensuite en mots dans un rapport qui suit un référentiel de compétences ce qui a été dit des compétences montrées par la personne évaluée. Et puis le 360 degrés, c'est autre chose de très important qui est la démarche d'auto-évaluation qui est demandée à la personne qui est évaluée. Et donc, il y a du 360 dans le 360 parce qu'à la fin de l'exercice, on va pouvoir comparer ce que la personne pense d'elle-même, de son propre management, de sa manière de décider, d'agir, et puis ce que ses collaborateurs en disent. Et quand je parle de partenaires de travail, nous menons entre 30 et 50 entretiens. Moi, quand je rentre d'une évaluation de préfet, je mène une cinquantaine d'entretiens. Et là, on voit la différence. Et cet exercice d'auto-évaluation, qui est assez peu courant, c'est un outil formidable de développement personnel et professionnel, tant il est vrai qu'on se trompe sur soi-même et que on peut avoir l'impression, classiquement, tous les préfets, tous les sous-préfets nous disent dans leur auto-évaluation qu'ils pratiquent un management participatif. En réalité, à l'issue de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine d'entretiens, on se rend compte que le côté participatif est assez fortement teinté de directif. Et on peut donc expliquer à la personne évaluée qu'il pense qu'il est directif, mais quand il y a uniquement... Qu'il est participatif, mais quand il est le seul à parler dans les codires hebdomadaires ou dans les réunions, c'est pas vraiment participatif. Et donc, si on veut bien prendre un peu de recul par rapport à ces pratiques managériales, mais j'y reviendrai, l'évaluation, elle sert à ça. Elle sert, avec une très grande rigueur, mais aussi une très grande bienveillance, à prendre conscience de ce qu'on est, de ses propres points forts, mais aussi de ses marges de progression, en écoutant et en lisant la manière dont on est perçu par des personnes avec lesquelles on travaille tous les jours. Et c'est ça la force du 360 degrés, qui de surcroît ne peut pas mentir parce que quand vous allez interroger une cinquantaine de personnes qui ne savent pas qui celui qui évalue va voir, 50 personnes ne peuvent pas dresser un portrait totalement faux de la personne qui est évaluée. Et donc, je dis toujours qu'il y a une forme de vérité dans le 360 degrés, même si, évidemment, aucun outil de gestion qualitative des ressources humaines n'est fiable à 100%, bien évidemment. Donc, c'était ça le travail la mission du CSAT au début, assister le ministre et procéder à l'accompagnement des primo-nommés et à leur évaluation à 360 degrés selon le principe évaluation par des pairs expérimentés. Le CSAT, il s'est beaucoup professionnalisé entre 2006 et aujourd'hui sur un certain nombre de points. D'abord, les membres, c'est un métier, ça s'apprend, et donc tout membre nouvellement nommé au CSAT suit une formation assez serrée pour apprendre et se départir de ses propres biais avant d'aller évaluer les autres. Et puis, nous sommes formés à ce qui s'appelle la tenue d'entretien complexe. En d'autres termes, comment parvient-on à faire parler les gens qui ont toujours un conflit de loyauté et comment mène-t-on un entretien de manière à en sortir avec une parole libérée de ces conflits de loyauté qui sont assez souvent présents. Le CSAT s'est doté d'une charte de déontologie avec un certain nombre de principes, parmi lesquels le fait que les entretiens sont couverts par le secret professionnel et que donc nos rapports ne citent jamais aucune personne ayant participé aux entretiens afin de libérer la parole. Et il s'agit donc dans les entretiens d'expliquer que nous ne sommes pas là pour chercher des problèmes, au contraire, nous sommes là pour écouter un témoignage parmi d'autres qui va dresser le portrait de la personne évaluée. Parmi les principes, vous le savez, ceux d'entre vous, et vous êtes quelques-uns d'ailleurs dans la liste d'avoir été évalués par le CSAT, jamais les rapports d'évaluation ne sont transmis au supérieur hiérarchique direct. Quand un sous-préfet est évalué, son préfet n'a jamais le rapport d'évaluation. Le propriétaire du rapport, c'est la personne évaluée.
et le gestionnaire des maths, mais le préfet ne l'a jamais. La collégialité fait partie des principes très forts du CSAT depuis le début, c'est-à-dire qu'une fois par mois, le collège des préfets du CSAT se réunit et nous rapportons oralement les rapports, ce qui est un élément d'équité entre les personnes évaluées, pour deux raisons. Sur le tour de table des préfets du CSAT, il est vraiment très très courant qu'ils aient connu la personne qui est à nouveau évaluée et qu'ils puissent dire s'ils reconnaissent ou pas la personne qu'il a connue. Et puis, ça supprime l'ego du rédacteur, c'est-à-dire que on peut avoir des rédactions un peu ambiguës et le collège des membres du CSAT permet de dire les choses différemment et les rapports sortent assez souvent différents du collège du CSAT de la manière dont ils y sont entrés parce que nous sommes corrigés par nos collègues et ça me va très bien parce que évaluer les autres suppose qu'on se soit défait soi-même de tout ego mal placé. Dernier principe, la transparence et le contradictoire, ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'en 2015, les rapports du CSAT n'étaient pas transmis intégralement aux personnes évaluées. Je vous avoue que j'avais fait un passage de quelques mois au CSAT avant d'être nommée DRCPN et je m'en étais plus qu'étonnée, je m'en étais un peu offusquée auprès du président de l'époque et je lui avais dit que je trouvais que l'acceptabilité de la démarche d'évaluation passait évidemment par une totale transparence et par la transmission dans son intégralité du rapport assorti d'un débriefing oral. C'est ce qui a été fait à partir de la modification du décret intervenu en 2015. Donc dorénavant, le rapport, une fois qu'il est passé en collège, est intégralement transmis aux évalués. Et dernier principe que j'ai ajouté depuis mon arrivée, il me semblait qu'il manquait une brique à cette déontologie de l'évaluation à 360 degrés qui était le contradictoire. Et dorénavant, lorsque les rapports sont envoyés aux personnes évaluées, ces personnes disposent d'une annexe dans laquelle ils peuvent faire valoir leurs observations sur le rapport. Je suis très à l'aise avec ce contradictoire et je suis très à l'aise avec l'idée qu'une personne évaluée faisant l'objet d'un rapport mitigé, puisse critiquer la démarche, puisse dire qu'elle ne s'y reconnaît pas. Et je suis, vous l'imaginez, tout aussi à l'aise, et heureusement ça arrive de plus en plus souvent, avec une annexe remplie d'une personne nous disant qu'elle n'avait pas vu telle ou telle marge de progression, qu'elle l'avait vraiment comprise et que depuis qu'elle essayait de remédier, ça peut être des toutes petites choses, hein, typiquement par exemple des managers qui sont systématiquement en retard, qui ne respectent jamais les horaires de début de réunion et les horaires de fin, et que elle prenait en compte ces marges de progression et qu'elle s'en trouvait bien mieux, ainsi que leurs collaborateurs. Donc collégialité, transparence, contradictoire, il me semble qu'avec cette évolution au cours des années, le CSAT est aujourd'hui à son rythme de croisière, d'autant plus qu'avant même la réforme de la haute fonction publique introduite par l'ordonnance du 2 juin, la décision avait été prise de systématiser les évaluations, de ne pas les mener uniquement à l'occasion de moments clés comme la demande de titularisation d'un préfet, le renouvellement d'un détachement ou la demande d'intégration d'un sous-préfet, mais de le faire en cours de carrière, à intervalles réguliers. Et donc, quand cette décision a été prise, au fond, je crois qu'il y a des micros ouverts et il y a un effet retour qui est un peu fatigant. Non. Il est où? Pourquoi? Oui, mais on n'arrive pas à En tout cas, cette systématisation des évaluations, me semble-t-il, a été une très bonne chose parce que ça a contribué à installer l'évaluation comme quelque chose qui est absolument pas de l'inspection ou de la notation, mais une forme de démarche d'accompagnement qui, le plus souvent, nos rapports d'évaluation confortent les personnes dans l'exercice de leur mission en disant tout va bien, et puis signale de temps en temps quelques marges de progression. Donc voilà très rapidement ce qu'a été l'évolution du CSAT. L'évolution à venir, elle est tout aussi importante et elle trouve sa source précisément dans l'ordonnance du 2 juin 2021 de réforme de la haute fonction publique qui, vous le savez, est désormais codifiée dans le Code général de la fonction publique. Cette ordonnance du 2 juin 2021, elle rend désormais obligatoire l'évaluation de tous les cadres supérieurs de l'État, je résume ainsi, au moins une fois tous les 10 ans.
Ce principe de la systématisation de l'évaluation, il a été précisé dans 2 décrets d'application de l'ordonnance qui sont respectivement les décrets des 27 et 29 avril 2022. Le décret du 27 avril explique la méthodologie de l'évaluation, qui l'a fait, etc. Et le décret du 29 avril fixe la liste des personnes et des corps qui seront soumis à cette évaluation au moins une fois tous les 6 ans. Ce que dit le décret du 27 avril, c'est que cette évaluation ne se confond pas, et c'était déjà le cas évidemment pour les évaluations du CSAT, est totalement distincte de l'entretien professionnel annuel statutaire mené par le supérieur hiérarchique direct, donc c'est exactement ce que nous faisions. Elle s'ajoute à cela et cette évaluation a pour objet de constater les compétences de la personne évaluée, de la guider dans son parcours et d'être tout au long de sa carrière un appui sur l'acquisition et le développement de ses compétences. Donc, en gros, ce qu'a posé le décret du 27 avril 2022, c'est ce que fait le CSAT depuis fort longtemps, en tout cas depuis 2006 et même avant, puisqu'avant que le décret créant le CSAT n'intervienne, le ministère de l'Intérieur pratiquait déjà cette évaluation. Le décret du 27 avril précise que ces évaluations doivent être menées par un comité ministériel d'évaluation, sans préciser d'ailleurs et sans imposer du tout le 360 degrés, c'est au choix des ministères, mais ce qui est sûr, c'est que chaque ministère devra créer en son sein un comité ministériel d'évaluation, même s'il aura le choix de la méthode. Aujourd'hui, dans le paysage fonction publique de l'État, le CSAT, le ministère de l'Intérieur, est le seul à disposer d'un organisme qui fasse du 360 degrés en présentiel. Le ministère des Affaires étrangères, Bercy, pratique le 360 degrés, mais sous forme dématérialisée, alors que vraiment la singularité du CSAT, c'est le déplacement d'un préfet évaluateur qui reste 3 jours ou 4 jours sur place et qui s'entretient physiquement avec l'ensemble des partenaires de la personne évaluée. Mais le décret du 27 avril, il prescrit l'évaluation au moins une fois tous les 6 ans, mais il ne donne aucune indication sur la manière de le faire. Certains ministères choisiront, par exemple, d'externaliser totalement la procédure. Certains ministères pourront choisir de faire du 180 degrés, c'est-à-dire une liste d'entretien moindre que celle que nous pratiquons. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous avons décidé, nous, au ministère de l'Intérieur, de conserver le 360 degrés en présentiel. Simplement, ce qui change, c'est que le périmètre d'intervention du CSAT aujourd'hui, c'est en gros 1200 personnes, la totalité des sous-préfets, les préfets, non seulement quand ils demandent, ou plutôt quand ils demandaient, puisqu'avec la fonctionnalisation du corps, il n'y aura plus de titularisation, leur intégration dans le corps, et les hauts fonctionnaires d'administration centrale, donc cohorte d'environ 1200 personnes qui donnent lieu à une centaine d'accompagnements de primo-nommés par an et environ 200 à 250 évaluations par an. Demain, pour que le ministère de l'Intérieur soit doté d'un comité ministériel d'évaluation, il faut donc, et c'est tout l'enjeu et l'objet de la modification du CSAT, il faut élargir ce périmètre à l'ensemble de l'encadrement supérieur de la police nationale, aux inspecteurs généraux de l'administration qui ne sont pas détachés sur des emplois fonctionnels, et il faut aussi élargir le périmètre d'intervention du CSAT aux directeurs départementaux interministériels, puisque, comme vous le savez, ils sont, depuis le décret de 2020, rattachés pour leur gestion au ministère de l'Intérieur. Et donc le CSAT va devenir le comité ministériel d'évaluation du ministère de l'Intérieur, une fois qu'il aura intégré la totalité de l'encadrement supérieur dans le périmètre à évaluer. Comment va-t-on s'y prendre? Alors, on va abroger le décret actuel pour plus de lisibilité et nous avons d'ores et déjà rédigé un nouveau décret en conservant le nom Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation. On aurait pu l'appeler comité ministériel, mais parce que le CSAT va conserver d'autres missions historiques de médiation et d'études qu'il avait, et donc le CSAT ne sera pas uniquement
fera autre chose que évaluer la totalité de l'encadrement supérieur du ministère de l'Intérieur et des DDI. Donc nous conservons le nom. Nous allons donc, dans ce nouveau décret, créer 3 formations spécialisées représentant l'ensemble des personnes ayant vocation à être évaluées. Une formation spécialisée historique, préfet, sous-préfet, cadre supérieur de centrale, une formation police nationale et une formation emploi de direction de l'administration territoriale de l'État, avec un vice-président à la tête de chacune de ces 3 formations. Et donc, ces 3 formations se verront confiées par les autorités de gestion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, les secrétaires généraux des ministères partenaires de l'ATE, le directeur général de la police nationale, un programme d'évaluation à intervalles réguliers, au moins une fois tous les 6 ans, pour la totalité de l'encadrement supérieur du ministère. Pour les emplois dates, je le dis pour les collègues qui sont connectés, vous le savez sans doute parce que j'ai vu des noms que je connais, nous avons, pour mener à bien cette chose-là, procédé à une expérimentation très fructueuse au cours du dernier trimestre de l'année dernière et sur une base volontaire, nous avons procédé à l'évaluation en binôme, un préfet membre du CSAT et un expert ministériel du ministère d'origine du directeur évalué, à 10 évaluations de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints, avec un séminaire de lancement, un séminaire de retour d'expérience. Et nous avons soumis le retour de cette expérimentation aux secrétaires généraux des ministères présents en administration territoriale, qui ont donné leur accord pour la création d'une formation spécialisée DDI au sein du futur décret CSAT, à la suite de cette expérimentation. Dans le futur décret, en plus de ces 3 formations spécialisées, nous aurons une formation ministérielle qui comprendra le président du CSAT, les 3 vice-présidents dédiés chacun à une formation spécialisée et 2 personnalités extérieures dont le travail consistera à s'assurer de l'homogénéité des évaluations rendues. Les 3 formations auront une charte de déontologie, un référentiel de compétences et donc cette formation spécialisée, elle aura vocation à tirer les enseignements du travail des 3 formations et à être en rapport avec la DIES, puisqu'une des finalités de l'évaluation désormais généralisée, c'est aussi de donner à la DIES une visibilité sur les compétences détenues par les hauts fonctionnaires dans chacun des ministères pour regarder de plus près et faciliter leur parcours professionnel, le cas échéant interministériel. Donc voilà, je pourrais être beaucoup plus longue, mais je veux vraiment respecter le temps qui m'est imparti. Voilà en gros l'économie du futur CSAT. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les effectifs sous revue au sein du CSAT, je vous l'ai dit, c'est de l'ordre de 1200 personnes, préfets, sous-préfets, cadres supérieurs de l'administration centrale, environ 200 évaluations par an. Demain, quand on inclut l'encadrement supérieur de la police et les emplois dates, nous passons de 1200 à 4000 personnes, ce qui donne environ 600 évaluations par an. Donc on passe de 200 à 600. Comment fait-on, avec quels moyens? Fort heureusement, une décision interministérielle qui est arrivée au creux de l'été, le 27 août, a donné au ministère de l'Intérieur, mais aussi à l'ensemble des ministères, je m'interromps parce qu'il y a un affreux bruit. Donc, un arbitrage interministériel a donné à l'ensemble des ministères, y compris au ministère de l'Intérieur, des moyens humains assez conséquents pour mettre en œuvre cette évaluation à compter du 1er janvier 2023. La totalité, j'ai pas le bleu avec moi, mais la totalité des ministères bénéficiera de 240 ETP supplémentaires. Donc, une partie viendra au CSAT pour armer les nouvelles formations spécialisées, police et DDI, qui permettront au CSAT de couvrir pour le compte du ministère de l'Intérieur l'exercice d'évaluation de l'ensemble de l'encadrement supérieur. À ce stade, nous sommes, et de très loin, le ministère le plus en avance, puisque, à ma connaissance, aucun autre comité ministériel d'évaluation n'est en cours de constitution dans les autres ministères. Évidemment, il n'y a pas d'autoglorification dans ce que je dis.
nous avions cette avance considérable d'un organisme CSAT qui pratiquait déjà l'évaluation à intervalles réguliers depuis 2006. Là où quand même on a bien travaillé, et je m'en attribue évidemment pas, je ne m'en attribue pas l'exercice, c'est que nous avons mené cette expérimentation avec les ministères partenaires de l'ATE. Nous avons beaucoup travaillé en amont également avec la police nationale. Et donc, nous sommes le seul ministère qui sera prêt le 1er janvier à démarrer ces évaluations, en vous précisant d'ailleurs que le CSAT ne s'auto-saisit jamais. La programmation des évaluations, elle lui est fournie et elle lui sera demain fournie par les gestionnaires des agents qui feront l'objet d'une évaluation. Et puis, dernière modification du CSAT, et j'en suis vraiment très, très heureuse, c'est que nous allons loger au sein du CSAT un pôle de coaching. 3 préfets membres du CSAT sont en train de suivre le master dédié au coaching individuel et collectif à l'université Paris-Dauphine. Donc, ils sont censés avoir leur diplôme au cours de l'année 2023, ce qui permettra au ministère de l'Intérieur, parce que pour le coup, là, il était un petit peu en retard, de rejoindre la communauté des coachs de l'État. Il y a de nombreux ministères qui disposent d'ores et déjà et depuis plusieurs années en leur sein de coachs. Ça n'était pas le cas au ministère de l'Intérieur et demain, le CSAT va pouvoir élargir son offre de services et pratiquer donc le mentorat, l'évaluation et le coaching, soit individuel, soit collectif, pour le compte d'agents du ministère de l'Intérieur, mais aussi pour le compte d'autres fonctionnaires de l'État dans d'autres ministères. Et je pense que ces 3 outils, mentorat, évaluation, coaching, sont vraiment le signe que l'on possède les outils de gestion des ressources humaines qualitatives, que nos jeunes collègues qui feront le choix d'entrer dans la fonction publique demain souhaiteront beaucoup plus que nos générations ne l'ont souhaité. Je suis absolument convaincue que l'accompagnement tout au long de la carrière, une demande de visibilité accrue, une demande de coaching dans des moments particuliers de la carrière, notamment lorsqu'on souhaitera se réorienter, parce que je suis aussi convaincue que les carrières de demain, fonctionnalisation des corps aidants, ne seront plus du tout les mêmes que ce qu'elles sont aujourd'hui, et que sans ces outils-là, mentorat, évaluation, coaching, nous aurions beaucoup de mal à attirer et à fidéliser des talents. Voilà pour le CSAT, ses missions historiques et puis les développements à venir. Je voudrais vous dire un mot, on est encore parfaitement dans les temps, Éric, de ce qu'est, à mon sens, et de ce à quoi doit servir l'évaluation. Vraiment, c'est très important de distinguer l'exercice d'évaluation à 360 degrés, je le dis pour ceux d'entre vous qui seront peut-être dans une programmation ultérieure, c'est très important de la distinguer d'une inspection ou d'une notation. Elle prend place à côté de l'entretien professionnel annuel et elle a un spectre beaucoup plus large. Mon vœu le plus cher serait que l'évaluation soit perçue par les personnes évaluées comme une occasion de réfléchir à ses pratiques, d'échanger avec un pair, de se conforter en prenant conscience de ce que sont ses propres points forts, et puis d'être un peu vigilant sur ce que sont ses marges de progression. En d'autres termes, pour moi, l'évaluation, c'est quelque chose qui ne nous est pas du tout commun dans notre système d'éducation à la française, et j'ajoute, au risque d'être un petit peu insolente, que c'est quelque chose qui ne nous est pas commun dans sa rigueur et dans sa bienveillance au sein du ministère de l'Intérieur. J'ai toujours trouvé que notre système d'éducation à la française, très marqué par un principe de on est bon ou on n'est pas bon, les grandes écoles en rajoutent là-dessus, par une place très insuffisante à la progression personnelle. Vous savez, les Américains disent une chose qui nous est totalement étrangère dans notre système d'éducation à la française, fail your way to success. Trompe-toi pour réussir. J'ai toujours été convaincue par ça, mais force est de constater que c'est assez étranger à l'éducation que nous avons reçue dans nos écoles et dans nos grandes écoles, et c'est assez étranger aussi à la culture ministère de l'Intérieur. Et pourtant, je crois que c'est vrai.
Et mon idéal, ce serait que l'évaluation soit vraiment un cheminement à côté d'une personne évaluée, à intervalles réguliers, pour la rassurer, pour la conforter, pour l'obliger à poser un peu les choses et à réfléchir sur ses propres pratiques, sur ce qu'elle réussit très bien, ce qu'elle a un peu plus de mal à mener à bien pour telle et telle raison, et à être ce formidable outil et levier de développement personnel et professionnel pour, en ayant à l'égard de cet exercice-là une approche finalement très simple. L'idéal serait que l'évaluation devienne un outil totalement banalisé dans l'accompagnement de l'encadrement supérieur. J'ai tendance à penser qu'entre 2006 et aujourd'hui, le CSAT a contribué à faire progresser cette idée que l'évaluation était un outil de développement personnel et professionnel. Si j'en juge par les discussions qu'on a, les moments de débriefing qu'on a avec les préfets, sous-préfets, cadres supérieurs évalués, je crois qu'on peut encore progresser. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai introduit la possibilité de faire valoir ces observations sur les rapports pour qu'on puisse vraiment échanger et pour que le CSAT puisse, le cas échéant, évoluer en fonction des observations que feront les personnes évaluées sur la méthode. Donc pour moi, l'évaluation, l'idéal, et je crois vraiment que c'est aussi l'esprit de l'ordonnance et du décret du 27 avril 2022, c'est un temps d'arrêt dans la course des jours, et un temps d'arrêt bienvenu, une forme d'introspection, et puis tout le bénéfice qu'on peut tirer d'un regard totalement extérieur, totalement bienveillant, mais aussi totalement rigoureux, d'où l'intérêt des référentiels de compétences, de la formation des membres du CSAT, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'aller évaluer quelqu'un un peu au doigt mouillé sans avoir une solide formation et sans savoir exactement les compétences dont on cherche à vérifier la présence. Mais au moment des questions, je serais très intéressée par le retour éventuel de ceux d'entre vous qui, ayant été évalués, ont trouvé dans la lecture de leur rapport une forme d'apaisement, d'assurance et de réassurance sur des questions qu'ils pouvaient se poser. Je voudrais conclure, c'est un peu décousu, mais je voulais couvrir tout le spectre de ce qu'on appelle le management, en vous donnant, mais vraiment de manière très pragmatique et empirique, parce qu'on pourra échanger là-dessus après, les défauts que l'on relève le plus souvent en matière de management lorsque nous conduisons des évaluations. Je vous parlais de notre référentiel des compétences. Dans chaque rapport d'évaluation, il y a des rubriques que nous remplissons au fur et à mesure des entretiens que nous menons. Et la rubrique management s'est vraiment considérablement étoffée. Ceux d'entre vous qui ont été évalués le savent. Donc cette rubrique management, elle s'est beaucoup étoffée au cours des années. En fait, on n'a jamais défini le management. Je vais vous parler des défauts qu'on rencontre le plus souvent et je vais me risquer à vous livrer ce qu'est ma propre définition du management, qui vaut vraiment ce qu'elle vaut, qui n'engage que moi, mais je vous la donne parce que je pense que c'est très utile, chacun de nous, dans nos missions de manager, d'essayer de nous donner à nous-mêmes la définition. De quoi, qu'est-ce qu'on entend par management? À quoi voudrait-on que son management ressemble? Moi, je vous le dis aussi en toute simplicité, lorsque j'ai pris mon premier poste à la sortie de l'ENA, j'ai eu pratiquement toujours des patrons qui étaient des préfets et ma propre définition du management s'est beaucoup inspirée des chefs à qui je souhaitais ressembler, mais aussi des chefs à qui, pour un empire, je n'aurais pas voulu ressembler. Et je crois que nous avons tous, dans nos histoires personnelles, nous ne sommes que des femmes et des hommes qui avons choisi le service de l'État. Et si on se pose la question, nous avons tous eu des chefs à qui on aurait rêvé de ressembler et des chefs à qui on ne voulait pas ressembler. Et ça, c'est un début de réponse à la question, qu'est-ce que je souhaite moi pour mon propre management? En toute simplicité, parce que je trouve que un des avantages du fait de vieillir, c'est qu'on peut être simple. Ma propre définition du management, ce qui m'a animée depuis mon premier poste de chef de bureau jusqu'à mon dernier poste de management dur, parce que je manage beaucoup moins au CSAT, de préfète de région, mon idéal de management, c'est rendre les gens avec qui je travaille
heureux du travail en équipe que nous menons ensemble, grand 1, en nous assurant collectivement que les missions qui nous ont été confiées sont menées à bien. C'est simplissime, hein, comme ça, quand on l'énonce. En tout cas, moi, c'est mon idéal. J'ai toujours eu à cœur, vous allez peut-être trouver que c'est très prétentieux, mais j'ai toujours voulu, moi, être heureuse et rendre les gens heureux, là, pour le coup, ça fait prétentieux, mais heureux et fiers de ce qu'on faisait ensemble. Ça, c'est ma définition du management. On peut l'habiller comme on veut, mais dans le management, je pense qu'il y a cette double dimension, délégation et contrôle. Nous sommes payés avec de l'argent public pour mener à bien des missions. Et si on peut le faire dans le respect réciproque, la bienveillance, les moments de convivialité et d'humour partagé, bref, si on peut chacun de nous rejoindre son bureau le matin en étant heureux d'aller travailler pour ce chef-là, avec ses collègues-là, j'ai toujours mis, et je pense que c'est important, la notion de fierté collective et de bonheur collectif au centre de cette notion de management. Je vous la livre, c'est ma définition à moi. Peut-être qu'après notre rencontre ce matin, vous y réfléchirez vous-même, mais je suis assez convaincue que pour chacun d'entre vous, cette notion de bonheur collectif est présente. En tout cas, moi, je me méfie toujours des managers qui sont à ce point auto-centrés que cette notion de bonheur collectif est absente de leur management quotidien. J'ai beaucoup lu sur le management par le passé, je faisais partie de l'Association nationale des DRH quand j'étais aux sociaux. J'avais lu un livre qui était magnifique et qui expliquait, et je crois que c'est assez vrai, que dans le management, il y a une dimension de don à autrui. Il y a quelque chose du don à autrui. Le management, on le ressent forcément. Et si on ne le ressent pas du tout, c'est probablement qu'il y manque quelques éléments de supplément d'âme. Donc, après vous avoir livré ma définition personnelle, et j'espère que cette définition personnelle ne choque personne, je vous dis pour conclure, et avant qu'on engage peut-être le temps d'échange, ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans les écarts à ce qu'est un management optimal. On retrouve beaucoup, première chose, et on le retrouve beaucoup chez les préfets qui sont sur leur premier poste, et c'est parfaitement humain, trop humain. On retrouve ce que j'appelle le syndrome du bon élève ou du premier de classe. C'est-à-dire que nos métiers de commandement et de management sont des métiers qui sont par définition très auto-centrés. Et donc on veut tellement bien faire soi-même une fois qu'on est nommé préfet ou une fois qu'on est nommé DDI ou une fois qu'on est nommé directeur départemental de la sécurité publique, on en oublie le biotope un peu dans lequel on est. Et donc le syndrome du bon élève, c'est je m'intéresse au dossier qu'on m'a confié, à ma feuille de route ministérielle, et je laisse un peu de côté la marche de la boutique, ce qui est plus chronophage, ce qui prend plus de temps. Mais ce syndrome du bon élève, il faut s'en méfier, parce que nous sommes tous payés, nous, fonctionnaires d'autorité, pour faire progresser aussi les équipes que nous encadrons. Quand nous quittons une préfecture, quand nous quittons une direction départementale, normalement, l'ambiance générale, les outils, tout doit être mieux que ce qu'on a trouvé à notre arrivée. Et donc, il faut se méfier de ce syndrome du bon élève qui fait qu'on est très exigeant pour mener à bien ses propres dossiers et qu'on peut délaisser un peu ce qu'est la marche de la boutique, mais qui compte parce que les directeurs, les préfets, les sous-préfets passent, ils passent très vite, le turnover est très important, et la structure, elle reste, et tout ce qui peut la faire monter en compétences, eh bien, c'est une petite pierre qu'on aura ajoutée aussi à l'intérêt général et à la qualité du service public. Deuxièmement, je trouve que souvent on oublie, alors je laisse de côté la partie bonheur à être ensemble, mais qui est très importante pour moi, après vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais je trouve qu'on laisse souvent de côté ce qui est la bonne articulation du management, délégation, contrôle. On ne fait pas tout soi-même, on fait confiance, on délègue, on explique l'objectif, on délègue et on contrôle vraiment. Quand on est formé comme membre du CSAT, la formation où on s'évalue soi-même nous classe sur une échelle jusqu'où êtes-vous finalisateur. Vous savez, c'est toutes ces notions du dernier kilomètre. C'est bel et bon de déléguer, mais est-ce qu'on va toujours vérifier
que ce qu'on a délégué a bien été mis en œuvre jusqu'au dernier kilomètre. Donc souvent, dans le management, on se rend compte en évaluant les personnes que cette notion de délégation et de contrôle est insuffisamment investie. Le travail d'équipe, l'animation du travail d'équipe, il y a toujours, il y a assez souvent même des choses à dire et des marges de progression sur cet aspect-là, même si je relis assez souvent des rapports anciens et je relis systématiquement pour la personne que j'évalue les rapports précédents dont elle a fait l'objet, parce que c'est là où c'est un outil de développement et de progression au fil des années. Hein, on apprend de soi-même et on apprend aussi grâce au rapport d'évaluation, mais le travail d'équipe. Petit point important, ça s'améliore, mais ça existe toujours, la différence entre autorité et autoritarisme. L'adhésion naturelle d'une équipe, l'idéal, c'est l'autorité naturelle, c'est pas l'autoritarisme. Et on constate encore souvent des accès d'autoritarisme. Dans le management, il y a toute cette notion qui tourne autour de, bien sûr, nous mettons en œuvre des politiques publiques, que nous soyons de la police, que nous soyons directeur départemental interministériel, sous-préfet ou préfet, mais nous travaillons au bénéfice de nos concitoyens. Quelle est la marge d'adaptation de la règle, qui n'est pas évidemment de la violation de la règle, mais nous sommes, et vous le savez aussi bien que moi, nos concitoyens demandent aujourd'hui une administration qui accompagne des projets et pas une administration qui trouve sa justification dans le pouvoir de dire non. Donc comment trouve-t-on le bon équilibre entre le respect de la règle et le pas de côté que l'on peut faire et l'accompagnement et la souplesse nécessaire pour adapter cette règle à des spécificités territoriales. Et puis ce qu'on trouve aussi beaucoup, mais là c'est peut-être plus sur des rapports préfets et sous-préfets, c'est le bon équilibre entre être vraiment solidaire des avis de ses collaborateurs, de ses directions, et ne pas céder à la tentation de faire systématiquement plaisir aux élus, ce qui introduit des hiatus qui sont souvent très très pernicieux au sein de l'équipe État au sens large. Donc voilà un petit florilège des choses que nous sommes assez souvent amenés à rappeler. Je passe sous silence mais c'est très utile aussi, ce qu'on signale souvent dans les rapports d'évaluation, par exemple des personnes ou des préfets ou des sous-préfets qui ont vraiment du mal à maîtriser leur agenda, qui, comme je le dis souvent, qui trop embrassent mal les trains, qui voulant être partout et faire tout, ont du mal à maîtriser leur temps, ce qui en cascade produit des dommages collatéraux, peut produire des dommages collatéraux assez importants sur les équipes. Donc on est assez souvent amené à rappeler que voilà, un préfet n'est pas censé être partout, tout le temps, sur tous les dossiers. C'est là qu'on retrouve la fameuse définition de délégation et contrôle. Mais ce que je vous ai donné, ce sont des choses que l'on remarque assez souvent dans la rubrique management de nos rapports, qui, encore une fois, s'est beaucoup développé au cours des années depuis la création du CSAT en 2006. Voilà, chers collègues, de manière, je m'en excuse, peut-être un peu décousue, mais ce que je voulais vous proposer comme point à aborder pour cette première matinale consacrée au management.